Je pense que comme beaucoup de personnes, quand on me parle d'extrême droite, je me rends compte que je n'en connais que la surface. Je peux évidemment citer Marine Le Pen, son père Jean-Marie, sa nièce Marion Maréchal, son ex-mari Louis Alliot, sans oublier Zemmour. Je peux aussi citer Bardella, le petit nouveau de la famille. Mais comme beaucoup, je ne me suis jamais interrogée en profondeur sur comment est constitué le mouvement et qui sont les figures célèbres de l'extrême droite. Comme à chaque polémique, on entend souvent des gens qualifier certaines choses d'extrême droite, de faf ou de réactionnaires. Mais on ne nous explique jamais pourquoi et comment. Et moi, ça m'intéresse de savoir pourquoi et comment. Donc dans cette polémique autour du nouveau livre de Marguerite Stern et Dora Muto, quand j'entends que les éditions Magnus sont des éditions d'extrême droite, je me renseigne. Car avant tout, ça m'intéresse de savoir qui on finance, à qui on donne l'argent quand on achète ce livre. Et c'est ainsi que j'ai découvert le nom de Laurent Oberton. Je pense que comme pour moi, votre première réaction a été « Qui est ce type ?» Pour moi, c'est un illustre inconnu. Pour certaines personnes, vous en avez peut-être déjà entendu parler il y a quelques années. Alors j'ai voulu faire quelques recherches pour savoir qui est Laurent Oberton. C'est tout simplement le cofondateur des éditions Magnus, qui crée avec Laura Magnet, après avoir quitté les éditions Ring, une autre édition d'extrême droite. Et ils ont embarqué avec eux Marceau et Papacito, deux autres figures d'extrême droite. Pour faire un bref résumé, Marceau est connu pour ses BD. Et avant de laver son Facebook, il y écrivait de longs posts sur la menace de remplacement qui pèse sur les Blancs, et il faisait l'apologie de l'architecture nazie. Il a aussi été condamné pour harcèlement envers une féministe et pour injure publique. Et en 2018, il disait, je cite, « Les néo-nazis de mon électorat ne me dérangent pas plus que les communistes ou les véganes. » Sauf que, entre les véganes et les néo-nazis, il y a quand même un sacré monde. Entre les gens qui se battent contre la violence et les autres qui l'utilisent à des fins racistes et homophobes. Papacito, alias Hugo Gilles Jiménez, ça fait tout de suite moins classe, lui a tout simplement cofondé une organisation qui s'appelle Vengeance Patriote, et dont l'idéologie est nationaliste, patriotique, assimilationniste, néo-nazi et royaliste, donc d'extrême droite. C'est un youtubeur fasciste qui publie des vidéos violentes, dans lesquelles, par exemple, il se met en scène tirant à balles réelles sur un mannequin qu'il appelle être un gauchiste. Et il a aussi été jugé pour injure publique en raison de l'orientation sexuelle, provocation à la haine raciale et crime envers un maire. Car dans une autre vidéo, il a simulé le viol du maire de Montjoie. Et il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Et tout ce beau petit monde ont créé ensemble le magazine La Furia. Ça respire la joie. Donc revenons à Laurent Oberton. Alors déjà, c'est un pseudo. En réalité, nous ne connaissons pas son vrai nom. Et il empêche quiconque de le révéler. Il est diplômé de l'École supérieure de journalisme de Lille, dans la filière presse hebdomadaire régionale. Son école le décrit comme pas facho, plutôt catho tradi. Ça commence bien. C'est Mediapart qui a fait une enquête sur lui et lui a consacré un article qui nous révèle certaines informations. C'est là que j'ai découvert sa super technique pour garder son anonymat. Laurent Oberton a tout simplement menacé sa fac et ses anciens camarades de promo. Je cite. Il nous a dit qu'il nous en tiendrait pénalement responsables. Et le soir même, il était en conférence à la librairie du Furet du Nord. C'est un peu bizarre comme anonymat. Fin de citation. Même si déjà en 2010, il commençait à se faire connaître à l'intérieur de la sphère politique, il s'est fait connaître par le grand public, surtout d'extrême droite, en 2013, à la sortie de son premier livre, La France orange mécanique. Alors le livre parle d'insécurité en France, de l'augmentation de la violence et de la criminalité. Le but de ce livre est de parler, surtout, d'immigration et de le lier à l'insécurité. C'est donc typiquement un livre d'extrême droite, dans lequel on va nous expliquer que les migrants sont violents et que c'est eux qui causent le plus de criminalité et que ça met en danger les blancs. Le livre fait polémique, et le gros coup de promo est mené par Valeurs Actuelles, qui en ont fait leur une, mais aussi et surtout par Marine Le Pen, qui l'amène à l'époque sur chaque plateau de télévision, tout comme Gilbert Collard, et cela pendant plusieurs semaines. Celui-ci prétendait donc révéler les vrais chiffres de la délinquance d'une manière journalistique, mais à vrai dire, il rebrasse surtout les thèmes favoris de l'extrême droite et du lobby sécuritaire. Il a été numéro 1 sur le site Amazon et Fnac. On peut donc en conclure que l'histoire se répète,
et que Laurent Oberton, en tant qu'éditeur, sait y faire et connaît la technique pour mettre les livres qu'il vend en tête des ventes. On se doute donc que dans sa liste de contacts, il a des politiciens d'extrême droite, qu'il peut utiliser comme il le souhaite, tout comme en 2013 avec Marine Le Pen. Un petit livre gratos par-ci et par-là et le tour est joué. Tout ça, c'est tout simplement du marketing. Mais qu'est-ce qu'il y a eu avant la France Orange Mécanique ? Car on se doute bien que Laurent Oberton n'a pas commencé par là. C'est pour ça qu'en 2013, Mediapart s'intéresse à Lolo et fait une enquête pour découvrir son vrai parcours. Et on y découvre des choses pas très très belles. Il a d'ailleurs voulu porter plainte pour diffamation contre Mediapart à la sortie de cet article pour finalement se désister. La raison ? Son avocat a informé que cela serait pour des raisons personnelles. Personnellement, j'en conclus que l'article dérange beaucoup Monsieur Laurent, ce qui m'amène à penser qu'il y a des vérités qu'il veut cacher. L'article révèle donc que Laurent Oberton est en réalité un blogueur star de la réacosphère. Il se faisait appeler Lubikiste depuis mai 2008. Il écrivait des articles avec comme titre « Obama, le métis ou le triomphe de la bêtise » ou encore « Lettre ouverte aux détracteurs invétérés de Jean-Marie Le Pen ». Mais toujours en 2008, il va créer un autre blog qui durera beaucoup plus longtemps cette fois-ci et qui s'appelle « Le Pélicastre Jouisseur, le blog de Lubikiste ». Et c'est là qu'il va se faire repérer par l'extrême droite. Ce blog a été une référence pendant 3 ans, pour ensuite disparaître, car Laurent Oberton a bien évidemment fait le ménage avant de devenir, justement, Laurent Oberton. Mais alors pourquoi avoir tout effacé ? Laurent Oberton nie être lubikiste et nie avoir eu un blog, alors qu'il écrit pourtant dans le trombinoscope de son école en avoir un. Beaucoup des anciens camarades ne répondront pas aux questions des journalistes, sûrement par peur. Mais certains vont confirmer que c'est bien lui. On comprend en lisant l'article de Mediapart que la disparition du blog se passe quasiment au même moment que la sortie de son premier livre. C'est donc une stratégie des éditions Ring pour dédiaboliser Laurent Oberton. Parce qu'encore une fois, ce que l'on découvre à propos de son blog et des commentaires de sa communauté, c'est vraiment pas joli. Dans un texte qu'il a intitulé « L'antiracisme, c'était mieux avant », il y dit « On ne peut donc plus dire que trop d'immigrés posent des problèmes sans être raciste ». Dans ce texte, il prend la défense de Brice Hortefeux, Bruno Maigret et Zemmour, tous les 3 condamnés pour des propos racistes, dont injure raciale, provocation à la haine raciale et complicité de provocation à la haine. Dans un autre texte, il disait « Raciste, n'importe quel pays aurait déjà lynché et foutu dehors tout ce beau monde, quand les Français se contentent de voter puant, mais pas trop, de temps en temps. » Il dit aussi que l'antiracisme est la cause de notre perte et du chaos sur Terre. Dans ce texte qui date du 11 mars 2010, il dit « Aujourd'hui, l'antiracisme force à tout accepter. Parmi toutes ces couleuvres à avaler, chaque jour assaisonnées de morale et de concepts vides, la question raciale est aussi évidente et indigeste qu'un anaconda. Le schéma est simple, les races n'existent pas, donc vous n'avez aucune raison de rejeter ces gens. Aucune. Et quand même, si vous venez l'idée folle d'en trouver, nous vous le ferions payer cher. La question, pénalisée, est synonyme de mort sociale. La volonté du progressisme avoué est de submerger les Blancs occidentaux sous un torrent migratoire. Il faut toujours aller plus loin, il faut pousser au mélange, au métissage. Chaque année qui passe est une année gagnée pour le progressisme. La seule chose à faire est de rejeter en masse tous ces gens. Il n'y a rien à savoir, rien à apprendre, rien à partager. C'est cette unique question-là qu'il faut poser et il faut y répondre le plus tôt serait le mieux. Pourquoi s'emmerder avec des gens dont la présence est insupportable ? Fin de citation. L'antiracisme, les migrants, le multiculturalisme, c'est donc quelque chose qui gonfle profondément Laurent Oberton. Alors, il nous fait croire que La France Orange Mécanique est son premier livre. Pourtant, en 2011, Lubikiste sort un livre en auto-édition qu'il a appelé « Le Manifeste nauséabond » et il porte super bien son nom. Dans ce livre, il parle carrément de racialisme, mais pas seulement. Il nous explique notamment les différences entre les races. Ses fans, qui font de lui une référence du racialisme, disent après avoir lu son livre qu'il devrait créer un front commun de racisme décomplexé, qu'il devrait appeler
le racisme total ou la mort. Quel humour. Bref, l'ubikiste fait de la branlette intellectuelle et intellectualise son racisme. Mais n'oublions pas, il est aussi antisémite. Dans un billet de son blog, repris par un autre antisémite, il expliquait que pour lui, les médias donnent trop d'importance aux agressions contre les juifs. Citation. Le 2 juin 2012, 3 juifs ont été agressés. Plus de 300 articles à ce sujet ont été publiés le lendemain par la presse en ligne. Le Premier ministre a condamné, comme le patron de l'UMP. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a dénoncé une attaque contre la République et a aussitôt organisé une réunion pour parler de ce sujet central avec toutes les associations juives et a tenu à rassurer en personne la communauté, entre guillemets, en annonçant des mesures particulières la concernant. À part ça, selon les enquêtes de victimisation, 28 500 Français ont été agressés le même jour. Fin de citation. Mais ce qui est fou, c'est qu'on peut penser que Laurent Oberton a écrit des énormités pareilles seulement lorsqu'il était l'ubikiste ou le pellicastre. Pourtant, dans son livre « La France orange mécanique », il y tient exactement le même discours. À part que dans son livre, ce qu'il dit sur les juifs, il le dit aussi sur les musulmans et les homosexuels. Citation. Pour le service de protection de la communauté juive, sans doute très neutre, 389 actes antisémites ont été commis en 2011. On estime que 600 000 juifs vivent en France. Les actes antisémites concernent donc 0,06% des juifs. En France, chaque année, 450 000 personnes sont victimes de violences physiques, soit 0,7% des Français. Peut-on en déduire que les gens n'appartenant à aucune communauté sont 200 fois plus agressés que les musulmans, 100 fois plus que les homosexuels et 20 fois plus que les juifs. Fin de citation. Pour Laurent, c'est simple, toujours hiérarchiser les violences, les Français et les Blancs devant, les autres derrière. Maintenant, j'en viens enfin au sujet du féminisme et à ce qu'il pense des femmes. Parce que c'est très intéressant de savoir ce qu'il dit sur les juifs, les arabes et les noirs, ainsi que les homosexuels, mais ce qui me concerne le plus, en tant que féministe, c'est ce qu'il dit sur les femmes. Vous avez peut-être vu par le plus grand des hasards en suivant la polémique transmania que Laurent Oberton a sorti récemment un livre intitulé Dans le plus grand des calmes, raisonnablement sexiste, et non raisonnablement raciste qu'il a préféré appeler La France orange mécanique. Et je suis allé lire l'avis d'Eugénie Bastier sur ce chef-d'œuvre du sexisme. Car avant même d'avoir lu l'article et son avis, j'apprends que le titre exact c'est « Raisonnablement sexiste, remettre les hommes et les femmes à leur place ». Rien que ça. Un petit titre paternaliste parce qu'il est évident qu'en 2024, les femmes ont encore besoin qu'un homme leur explique où est leur place. Alors Eugénie Bastier nous donne un aperçu des sujets qu'aborde Laurent Oberton dans son livre, et dont elle est en total accord sur la critique. Je cite les sujets. On a le très classique écart salarial, l'inexistence du patriarcat, la fantasmée masculinité toxique, qui sont pour elle et lui, je cite, des dogmes auxquels on est prié de croire fissa. Ceux qu'agace cette nouvelle religion liront avec bonheur le dernier ouvrage de Laurent Oberton qui pulvérise ses idoles et idéologies. Elle en profite, portée par la misogynie de son idole à elle, pour traiter les féministes de bécasses, d'hystériques, qui ne savent que faire des calculs totalement bidons, et nous rappeler que la maternité reste un privilège féminin. Sur l'échelle des vergetures, en passant par l'hyperémèse gravidique pour aller jusqu'à la césarienne, puis parfois en finissant par la mort, je cherche encore sur cette échelle où se situe le privilège féminin de la maternité. Mais passons. Alors Eugénie Bastier fait l'éloge de Laurent Oberton, qui nous explique avec brio dans son livre « Pourquoi les femmes se tournent moins vers des carrières scientifiques ». Il se moque dans un premier temps de l'analyse féministe des constructions sociales, dont il prend comme exemple les jouets genrés, et va à nous femmes nous dire que si nous faisons moins de sciences, c'est une question biologique, et non pas de construction sociale. C'est qu'on est trop bête, et c'est biologique. Ce n'est pas la faute des poupées, ni du rose, qui apprend aux petites filles à rester belles avec des ambitions de ménage et de maternité, nous dit Lolo le facho. Bah oui, parce qu'apparemment c'est une question hormonale, comportementale et cognitive de la différence entre Jean-Claude et Martine, et ceci expliquerait pourquoi nous sommes moins aptes à faire de la science que les hommes. C'est fou, non ? Ce qui est en totale contradiction avec les faits, car depuis que l'humanité laisse de plus en plus de femmes dans des secteurs comme la médecine, l'entrepreneuriat, la science ou les mathématiques,
elles ont prouvé être beaucoup plus compétentes que les hommes. Les filles obtiennent en moyenne de meilleurs résultats que les garçons aux évaluations scolaires nationales. Elles étudient aussi plus longtemps. Des études prouvent même que les femmes sont plus productives au travail, qu'elles résistent mieux à la pression, qu'elles véhiculent moins de stress aux autres et qu'elles sont plus performantes que les hommes, tout simplement. Elles réalisent aussi 10% de tâches supplémentaires dans une même journée. Et les entreprises dirigées par les femmes marchent même mieux que celles des hommes. Donc quand on leur laisse la place, elles excellent plus que les hommes. Mais après tout ça, Laurent Oberton va encore nous faire croire que si les femmes n'accèdent pas à des postes importants, des postes de pouvoir, des postes principaux, ce n'est pas à cause de la construction sociale, ce serait parce que biologiquement, nous ne serions pas faites pour ça, alors que celles qui essayent y arrivent mieux que les hommes. Il ne faudrait surtout pas créer de femmes ambitieuses en révélant la vérité. Donc continuons à mettre des bâtons dans les roues des femmes pour les démotiver à faire des sciences et des maths. Et pourtant, quand Marguerite Stern et Dora Muto viennent expliquer que le genre est une construction sociale, que les femmes ne naissent pas en aimant le rose et les poupées, ben là ça va carrément en contradiction avec les propos de Laurent, qui lui affirme que si on joue avec des poupées, c'est parce que nous sommes destinés à la vie de maman. Là, il encaisse Lolo, tout simplement parce que ça lui rapporte du pognon, et que pour basculer du genre vu par les queers au genre vu par les fachos, il n'y a qu'un pas. Lolo, c'est le roi de la magouille, l'essentialisme est toujours à la mode. Mais Eugénie Bastieux veut nous rassurer. Laurent Oberton n'est pas un droitard masculiniste et misogyne. Elle le définit comme un libertaire et conservateur. Ouf, on est sauvés. Puis elle le cite. La particularité du pouvoir féminin, véritable ligne de vie de la civilisation, moins spectaculaire et reconnue, il est pourtant mieux aiguisé, plus réel et quotidien. Une influence non sur la lointaine cité, l'abstraction, mais sur le clan temporel, les proches, le foyer, le réseau. Fin de citation. C'est un misogyne qui peut nous expliquer que notre place, et là où nous sommes les plus compétentes, c'est la famille, la maison, le foyer, la maternité, donner la vie. Mais attention, Eugénie nous explique qu'il le dit d'une manière poétique. Alors tout va bien. N'importe quelle énormité misogyne peut passer pour du féminisme tant que vous le dites calmement et avec le sourire. Mais ce n'est pas la première fois qu'Oberton parle de différences intellectuelles et comportementales entre les hommes et les femmes, qu'il veut faire passer pour des explications scientifiques. Les femmes sont biologiquement soumises de nature, faites pour servir les hommes, et les hommes sont forts et virils, et biologiquement faits pour être agressifs, pour diriger, car ils sont biologiquement plus intelligents que les femmes. Déjà, quand il était le pélicastre, il râlait sur le programme du PS pendant la présidentielle, quand celui-ci abordait le sujet de l'égalité salariale. Vraiment payer les femmes et reconnaître leur travail et compétences, ça le gonfle, Lolo. Je cite. On ne se demande même pas si les compétences égales existent ou peuvent exister. On les oblige. Les différences intellectuelles et comportementales, on s'en tape. Faut tout aligner. Fin de citation. Ça, c'est pas du brum, ça pue carrément le seum. Instinct paléolithique, civilisation, culture, pertinence et importance du mariage chrétien, le mâle animal pour finir par faire l'éloge du rôle du père de famille. Tous ces sujets de prédilection depuis de nombreuses années. Pour lui, devenir père, c'est le but ultime de tous les hommes. Je cite, « Devenir parent est une étape majeure de la vie. L'humain est larve, l'amoureux chrysalide. La parentalité est sa forme définitive, la plus belle et la plus risquée. Un homme ne prend pas feu s'il change une couche ou assiste à un accouchement. Il assume sa mission. Blablabla. Bla bla. » Fin de citation. Mais derrière les hymnes à la paternité se cachent toujours des injonctions à la maternité. Car pour devenir père, il faut qu'une femme devienne mère. Et tel un filou, il nous pend encore une fois un bon discours essentialiste. Alors voilà, dans son nouveau livre, il prend tout le seum qu'il a accumulé depuis 10 ans pour nous pondre une merde qui fait le récapitulatif de toutes les plus belles pépites qu'il a dites sur les femmes, une sorte de mémoire écrite avec ses couilles. Laurent Oberton, comme vous l'avez compris, c'est le mec qui pense qu'un lion est une figure de sérénité et des différences immuables, l'incarnation du mal animal qui fait respecter l'ordre. Alors qu'en réalité, c'est l'incarnation du mal qui se prend pour le patron et qui passe son temps à pioncer et se gaver sur le travail, le temps et l'énergie des femelles.
Oberton, c'est un mélange de mythomanie et syndrome de Munchausen. Il se définit sur sa 4e de couverture comme le spécialiste des vérités qui dérangent, alors qu'il baigne dans sa misogynie, puis dans ses contradictions, jusqu'à en boire la tasse et dire ensuite qu'il est victime. Oui, victime de ta propre couillerie. Parce que d'un côté, il nous vomit que la société actuelle, c'est d'un côté les hommes qu'il faut déconstruire, donc comprenez bien des pauvres hommes qui sont aussi victimes, de l'autre, les malheureuses oppressées victimes du patriarcat sexiste. Donc jour 1, il nous traite de chialeuses qui se victimisent sans cesse d'un patriarcat imaginaire, et jour 2, il vient nous expliquer que oui, les femmes sont violées, et c'est grave, mais elles le sont surtout par les sales arabes qu'il faut renvoyer chez eux. Et c'est là que ça devient drôle. Parce que le 6 mars 2024, lors de l'audition de Marguerite Stern par la police suite à la plainte de SOS Racisme sur les propos qu'elle a tenus sur le média Livre Noir, dans lequel elle dit que les hommes d'Afrique et de Moyen-Orient sont pires que les hommes blancs, qu'ils agressent et violent plus les femmes que les hommes français, car apparemment, c'est dans leur gène. Des propos tenus par Oberton depuis plusieurs années. Pour défendre son propos, elle partage un lien de l'INSEE, qui, censé appuyer ses idées et celles du RN, nous dit plutôt, et je cite, « Les personnes françaises et étrangères ne sont pas mises en cause pour les mêmes faits. Les étrangers sont davantage impliqués dans les atteintes économiques et financières, 46% des mises en cause pour ce motif. Inversement, les Français sont davantage représentés sur différents types d'infractions, dont les infractions à caractère sexuel, à 87%. Nous ne sommes plus à un enfumage près. Conclusion. Qui est Laurent Oberton ? C'est un homme profondément dangereux. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu après avoir fini ce podcast, félicitations, vous venez de découvrir vos valeurs d'extrême droite. En achetant ce livre, vous financez la politique et valeurs du Rassemblement national, qui, je le souligne, est profondément anti-féministe. Car l'argent que vous versez servira à financer les prochains livres de Papacito, Marceau, mais aussi Julien Rochdy, autre figure du FN, grand masculiniste et qui mérite un épisode à lui tout seul. Alors oui, je m'octroie le droit de définir ce qui est féministe. Et soutenir et financer un tel discours et une telle politique, c'est lutter contre la libération des femmes, c'est lutter contre la dignité des femmes, c'est détester profondément les femmes. Ce n'est pas parce que la gauche nous abandonne que nos valeurs ne sont plus de gauche. Le féminisme reste un mouvement d'insoumission, de solidarité, d'anticapitalisme, de laïcité, d'égalité, et non de hiérarchie, d'ordre, d'autorité et de tradition. Quand on me sort qu'il n'y a plus que l'extrême droite qui accepte de nous publier, j'entends qu'on me demande de séparer le masculiniste de sa maison d'édition. Encore un moyen de cacher la merde sous le tapis. Encore un moyen de glorifier un homme et silencier des femmes. Encore un alibi qu'on offre à un homme parce qu'il a eu la bonté de vous donner des miettes de son privilège masculiniste. Parce qu'il a eu la bonté de faire de vous son gagne-pain. Et on nous demande d'oublier, car ne l'oubliez pas, les femmes sont bêtes, c'est biologique. Et quiconque rappelle l'antisémitisme de monsieur et ses amis se verra rappeler qu'il n'est pas antisémite, il est ami avec Dora Muto. Et je finirai par un rappel. Ces dernières années, les élus du FN, aujourd'hui RN, ont voté contre et refusé toute amélioration sur l'accès à la contraception et à l'avortement, égalité salariale, égalité des sexes. Ils ont voté contre l'égalité des chances et de traitement entre les hommes et femmes en matière d'emploi et de travail, de carrière scientifique et universitaire des femmes, entrepreneuriat féminin, contre l'amélioration de la lutte contre les violences sexuelles et le harcèlement, contre la sécurité et la santé des travailleuses enceintes ou allaitantes. Ils sont contre la mise en sécurité des victimes de prostitution étrangère et la pénalisation des clients de prostitution. Ils sont contre les avancées pour aider les femmes qui ont de l'endométriose. Ce sont des dizaines de thématiques importantes en ce qui concerne les droits des femmes, pour lesquelles ils sont contre ou ont voté contre.